Bonjour Romain. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît? Oui, alors avec plaisir. Cet objet est un instrument de musique, c'est un hang drum, c'est le nom qu'on lui donne et il ressemble un peu, comme vous pouvez le voir, à une soucoupe volante. C'est un objet rond, et j'aime les formes rondes de manière générale plutôt que les formes saillantes. J'aime aussi cet objet parce qu'il est pour moi une belle métaphore à la vie. On voit qu'il y a comme une espèce de petites bulles ici qui sont convexes, d'autres petits trous qui sont concaves, et donc ça ressemble aussi un petit peu à un cratère lunaire. Il y a cette idée pour moi de rebondissement, de promenade, et du coup de mélodie, parce que ce sont des notes très très hautes que l'on peut jouer grâce à cet instrument. C'est magnifique. Et voilà, et c'est donc un objet que j'ai découvert en janvier 2016, le premier soir, en arrivant en Amazonie, chez ce chaman, dans cette communauté là-bas, où donc voilà, l'objet juste se passait de main en main après le dîner. Bon, le chaman en jouait un petit peu, et puis voilà, c'est un objet qui est extrêmement facile à pratiquer, donc voilà, très très accessible. Super. Avant qu'on parle de cette expérience en Amazonie qui a, transformé ta vie, est-ce que tu peux nous raconter, où est-ce que tu as grandi? J'ai grandi à Paris, voilà, dans un milieu assez, comment le qualifier, plutôt conservateur, avec quand même une ouverture d'esprit, mais voilà, dans l'ouest de Paris, j'étais plutôt dans des écoles privées, voilà, voilà, pour tout vous dire, d'entrée de jeu, je me suis senti assez tôt un peu enfermé, emprisonné dans cet univers qui était super par des tas de côtés. Et j'ai eu beaucoup de chance, hein. Il y a eu vraiment, c'est réel que grandir dans un univers comme celui-ci, c'est un privilège. Mais par ailleurs, pour le développement humain, pour voilà, l'ouverture d'esprit, enfin plein de choses qui, moi, comptaient pour moi, qui étaient importantes, ben voilà, c'est vrai que j'avais ce sentiment d'être un peu enfermé, et j'avais très envie d'aller voir ce qu'il y avait de l'autre côté, voilà, derrière les murs de cet univers. Et petit, tes parents donc, se sont séparés quand tu étais, pas très âgé? Ouais, j'avais 3 ans. Du coup, Et est-ce que tu as des souvenirs, tu des souvenirs de cette vie, de tes parents à 2 ou pas? j'ai pas vraiment de souvenirs. J'ai quelques flashs, et j'en ai reconstitué quelques-uns des souvenirs à travers des différentes cérémonies rituelles chamaniques que j'ai donc fait dans ces années, où je me suis en fait intéressé à ce passé, parce que justement je voulais connaître quelle avait été vraiment l'ambiance, et puis au-delà de l'ambiance, voilà, me rappeler quelle avait été cette jeune enfance, parce que j'ai lu de beaucoup, comme on le sait, de beaucoup de psychanalystes, de philosophes, de psychologues, que en fait l'être humain se construit de 0 à 7 ans. Et qu'en fait, 7 ans, qu'on appelle d'ailleurs l'âge de raison, Mmh. c'est là où se construit toute la structure de l'ego. Donc que quelque part, toutes les expériences qu'on a de 0 à 7 ans nous forgent, et bah, c'est un peu triste, mais que à partir de 7 ans, peut-être que tout est joué. Je ne le crois pas vraiment, parce qu'évidemment, une expérience chamboulante qui pourrait nous arriver à 20 ans va aussi nous forger, et la vie tout au long voilà, de son cheminement continue de nous forger. Mais voilà, donc je voulais connaître quelle avait été cette enfance. Et voilà, ce divorce a été évidemment quelque chose de douloureux, qui a été en fait constitutif après de beaucoup de choses, notamment d'une dualité assez importante. Tout le monde vit dans dualité, hein, dans le monde moderne, c'est normal. Mais peut-être là, c'était une dualité chez moi encore un peu plus importante. Puis il se trouve que je suis Gémeaux ascendant Balance, ce qui a peut-être au plan des astres encore renforcé cette dualité. Voilà. Et quand tu étais un petit garçon, quel type de petit garçon tu étais? Et ben j'étais un garçon sage. Et c'est d'ailleurs le terme qui revenait très souvent de personnes comme ma grand-mère, les personnes adultes. Voilà, on me disait souvent que j'étais sage. Il y avait aussi le mot raisonnable qui revenait souvent. J'étais quelqu'un de très gentil,
profondément gentil, qui voulait vraiment euh, faire le bien autour de lui. Justement, j'avais grandi dans ce divorce un peu entre mon père et ma mère, qui était voilà dans ce conflit, et donc il y avait toujours cette volonté de vouloir apaiser les choses, de faire en sorte d'être celui qui, au milieu, va faire que les choses sont plus agréables, plus douces. Voilà, ça c'était l'enfance. Et après, mais on en parlera après, c'est quelque chose qui a évolué. Ouais. Et c'était quoi tes rêves à toi de petit garçon? J'avais pas du tout le rêve de faire le tour du monde, ni d'être pompier ou quoi. Je me souviens pas vraiment de mes rêves de petit garçon de moins de 10 ans. En revanche, je me souviens de mes rêves de jeune adolescent, je dirais à partir de, ouais, quand même assez jeune, à partir de peut-être 10, 11, 12 ans. J'avais ce rêve de devenir un entrepreneur. Je voulais créer une entreprise depuis vraiment un très jeune âge. J'étais fasciné par les chefs d'entreprise. Mon grand-père en était un, et voilà, j'avais aussi grandi dans une sorte de, comment dire, pas de culte de sa personne, mais voilà, c'était quelqu'un d'assez exemplaire, il faut vraiment le reconnaître dans tous les domaines de sa vie, et donc il m'avait beaucoup inspiré. J'étais aussi son premier petit-fils, donc je m'étais toujours senti très relié à lui, même s'il est parti quand j'avais 10 ans. Et puis donc, du coup, voilà, j'ai eu cette envie. Il y avait aussi eu un livre qui avait été écrit sur une histoire entrepreneuriale, familiale, dont mon grand-père avait été un des principaux artisans, mais voilà, qui remontait à 5 générations. J'avais un peu aussi grandi avec ce livre sur ma table de chevet, qui m'avait énormément inspiré, qui me faisait vraiment rêver, et je voulais en fait refaire quelque chose de similaire. Génial. Et du coup, comment ça s'est passé pour toi au moment du choix des études? Et ben, très simplement, le choix des études, bon, bah, moi, très franchement, si j'avais pu ne pas en faire, je n'en aurais pas fait. Mais voilà, c'était, comment dire, ça aurait été compliqué de ne pas en faire à plein de niveaux. Donc, j'ai tout de suite regardé les écoles de commerce, qui était vraiment la seule chose qui m'intéressait. C'était vraiment d'apprendre à faire du business, à créer une entreprise. Voilà. Alors, j'ai pas appris grand-chose en école, mais voilà, parce qu'en réalité, j'ai créé cette entreprise à 19 ans, donc au tout début de cette école. Mais disons qu'en tout cas, voilà, c'était lié à ce que je voulais faire. T'es allé du coup au bout de l'école de commerce ou t'as arrêté avant? Ouais, j'ai quand même été au bout. C'est une école qui en prépa intégrée qui durait 5 ans. Voilà. C'était laquelle? Elle s'appelait l'ISG à Paris. Et du coup, je développais mon entreprise en parallèle. Et justement, du coup, ça s'est passé comment donc la création de cette entreprise? Et c'était enfin moi je sais ce que c'est cette entreprise, mais est-ce que tu peux nous raconter, comment ça s'est passé et ce que c'était? Bah, cette entreprise, c'est un des plus grands moments de ma vie. C'est voilà, j'ai 19 ans, j'ai un copain qui rentre de Londres, qui a découvert un concept de soirée sans alcool pour adolescents dans des boîtes de nuit avant minuit, le samedi soir, de 19 heures à 23 heures, qui commence à créer ce concept, etc. Je le rejoins. Et là, c'est vraiment pour moi un rêve qui se réalise. Voilà. Et c'est une année, l'année, je me souviens de mes 20 ans, parce que très rapidement, j'ai 20 ans, et je suis là complètement euphorique tous les matins. Je me lève avant le réveil, je saute de mon lit. C'est vraiment le cliché voilà, du jeune surexcité par ce qu'il a à faire dans sa journée, par voilà, le sentiment d'être vraiment très très raccord, d'être totalement aligné avec ce que j'ai envie de faire au fond de moi, avec mes valeurs profondes. Alors, mes valeurs profondes, relativement, parce que c'est dans un secteur qui est le secteur de la nuit. Alors, pas vraiment à l'époque, parce que les soirées sont avant minuit, donc voilà, on flirte avec le monde de la nuit. Ça deviendra, quelques années plus tard, le monde de la nuit. C'est là où je commencerai à avoir un peu une sorte de conflit intérieur par rapport à ça. Mais toujours est-il que voilà, ces premières années, 20 ans, 21, 22 ans, en plus, ça marche assez rapidement bien. On gagne pas mal d'argent, en tout cas pas mal d'argent pour notre âge. Euh, Ça me permet aussi de faire plein de trucs, de voyager, voilà, de vivre vraiment une vie extraordinaire à 20 ans. On est invité sur des différents médias. Donc tout de suite, il y a un truc qui s'emballe, qui est extrêmement, voilà, une effervescence. C'est très stimulant. Et puis j'aime vraiment chaque jour, chaque heure, chaque minute, j'aime ce que je fais. Et à ce moment-là, personne dans ton entourage a essayé de te dissuader en disant: «Concentre-toi sur tes études»,
Pas vraiment. Comme je disais, il y a une culture entrepreneuriale forte dans ma famille. Pour autant, effectivement, je sentais bien que, voilà, il fallait faire mes études aussi, quoi. C'était bon, voilà, puis c'était pas non plus des grandes études, donc voilà, voilà, l'idée, c'était quand même d'aller au bout de ses études, parce qu'en plus, à l'époque, à 20 ans, c'était un business d'étudiant, quoi. Donc, rien ne disait que ça durerait, que ça m'emporterait, ça m'emmènerait au-delà de mes études. Donc, peut-être je faisais ça pour quelques années. Donc, c'était quand même important de finir mes études pour après, je sais pas si j'avais voulu faire autre chose. Mais voilà, donc du coup, oui, oui, c'était quand même, j'ai fini mes études du coup. Et à quel moment tu t'es dit que ça allait justement être ton métier et que tu Bah, c'est vraiment ça, hein, l'entrepreneuriat. Bon, il y a toujours cette sorte de proverbe qui dit qu'une entreprise, il faut 3 ans pour la mettre sur pied, etc. Je pense que c'est vrai, parce que j'en ai en fait, bon, moi j'en ai mis plusieurs sur pied, et c'est souvent ce que j'ai observé aussi autour de moi. Voilà, dans la majeure partie des cas, c'est quand même ça. C'est vraiment une étape après l'autre, un pied devant l'autre. Et par exemple, très concrètement, l'entreprise avait quoi, 3 ans, ou c'était sa troisième année, je pense. Il y avait pas mal de hauts et de bas, hein. D'ailleurs, ça avait marché très fort, je me souviens, la première année. Je me souviens qu'on avait eu un concurrent la deuxième, donc déjà, ça avait moins bien marché. Après, on s'était lancé dans une production de vêtements pour faire aussi une marque de vêtements liée à nos soirées. Ça avait été un flop total. Donc, il ah y avait. vous avez failli tout perdre à ce moment-là, du Ouais, coup? on avait failli tout perdre. Voilà, finalement, on s'était débrouillé avec des trucs des entreprises de déstockage. Bon, voilà, on a réussi à sauver des meubles. Bon, voilà, encore une fois, on était vraiment jeunes, on tentait un peu tout ce qui nous passait par la tête. Mais en fait, la troisième année, c'est l'année d'un stage en entreprise là dans mon école. Et en fait, bah, je fais ce stage dans mon entreprise. Donc ça, c'est génial. Tu as eu le C'est-à-dire que droit de faire ça? Ah c'est ouais, ça c'est chouette. ouais, ouais, ouais. Ouais, Ouais. ouais, j'ai eu le droit de faire ça. Et du coup, bah, c'est génial parce que c'est ce qui me permet d'être à fond dans ma boîte. Parce que c'est vrai que les deux premières années, j'étais quand même, voilà, j'étais pas disponible à plein temps. Donc, on bossait vraiment le soir, les week-ends, j'étais de la journée aussi sur mon ordinateur au fond de la classe. Mais voilà, c'est des étapes, voilà, qui sont vraiment comme construire une maison de briques, hein. C'est vraiment l'une après l'autre. Et puis, bah, une fois à la fin de ce stage, de fin d'études, euh, bah, j'ai tout simplement continué à aller à mon bureau, qui était un bureau à côté pas très loin de chez moi, à Paris, où j'allais, bah, tous les matins comme on va dire, un chef d'entreprise normal, normalisé, quoi, parce que je m'étais donc, au cours de ces années, normalisé. Et à l'époque, on avait déjà 4-5 salariés. On avait formé, en fait, le petit concept embryonnaire de soirée sans alcool était devenu, en fait, une sorte d'agence événementielle. OK. Et donc au moment de la fin de tes études, il y avait pas de question, tu continuais là-dedans et Ouais, à la fin de mes études, voilà, je continue et ça dure comme ça une petite dizaine d'années, donc jusqu'à 32 ans. là du coup, bon, agence événementielle, il y a un moment où c'est engageant parce que tu commences à reprendre des lieux? Ouais, ouais, ça c'est l'étape d'après, c'est qu'à un moment donné, je réalise que, en fait, on a le contenu, c'est-à-dire on a une agence événementielle qui, à l'époque, pour donner un chiffre, elle fait environ 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc là, je dois avoir 23 ans à peu près, donc à la fin de ce stage de fin d'études. On a donc 4-5 salariés, et donc on a donc un contenu. C'est-à-dire qu'on remplit des lieux, et notamment un lieu à l'époque à Paris que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le Plaza Madeleine. Euh, et, euh, et du coup, bah, il y a une possibilité, une opportunité pour reprendre ce lieu à assez bas prix parce qu'il est assez endetté, il marche pas bien du tout, etc. Et là, je réalise que pour nous, c'est vraiment important de passer du contenu au contenant, c'est-à-dire et d'avoir les deux, c'est-à-dire voilà, bah, de remplir des lieux, mais aussi de reprendre des lieux et donc du coup de développer comme ça un groupe de lieux, d'établissements. Et je reprends ce lieu qui est une sorte de boîte de nuit lieu événementiel dans le centre de Paris. Et là, c'est encore une nouvelle étape et c'est encore un grand moment. C'est bon, même si l'acquisition est un truc un peu douloureux, je commence aussi à comprendre que voilà, le monde de l'entrepreneuriat n'est pas un monde tendre, mais quand Pourquoi? même, bon, parce que la négociation est assez lourde, longue, c'est complexe aussi. Je réalise que voilà, c'est ce dont j'ai toujours rêvé, mais là, c'est des montages de sociétés avec
Il y a des notions fiscales, comptables, juridiques. Je découvre quelque chose de nouveau que j'ai en l'occurrence pas du tout appris en école. Et donc, voilà, je reprends ce lieu. C'était encore un grand moment, parce qu'avoir un lieu à Paris, c'est aussi voilà, un rêve voilà, qui se concrétise. Et là commence donc un peu un nouveau chapitre. Et là, à ce moment-là, tu as eu des peurs au moment de reprendre ou c'était plus excité que la peur? Énorme. Et je tiens à le dire, hein, faut pas avoir peur d'avoir peur, parce que la réalité, c'est que je vivais dans la peur. J'avais vraiment beaucoup de peur, de sentiment toujours de faire un saut d'une falaise. Euh, il y a cet entrepreneur fondateur de LinkedIn qui dit, j'aime beaucoup cette phrase, je la reprends en même temps qu'on se parle là dans mon livre, parce qu'en plus, je la cite, c'est la citation du premier chapitre, il dit: un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se jette d'une falaise et construit un avion sur le chemin de la descente. Reid Hoffman, donc le cofondateur de LinkedIn. Et voilà, c'est un peu ça que j'ai l'impression de faire assez régulièrement, quoi. Et c'est aussi lié à une personnalité, c'est-à-dire qu'en fait, dès que je suis dans la stabilité, dans une forme de confort, que ça commence en fait à aller bien, professionnellement, et je suis dans un sorte de palier, hein, parce qu'il y a des paliers quand on est dans une croissance, bah voilà, hein, c'est comme un escalier, quoi. En fait, on peut décider de s'arrêter sur une marche, ou on peut décider d'être toujours dans la dynamique de monter l'escalier. Et je vois bien que dès que je m'arrête sur une marche, il y a quelque chose de très, pour moi, spécial, enfin de très inconfortable en fait au plan émotionnel, quoi. C'est là où je rentre vraiment dans une autre forme de compréhension des choses. Je m'ennuie, je commence à me sentir un petit peu inutile. Il y a donc il y a un besoin très fort d'activité, de dynamisme, je dirais, de suractivité et de consommation, quoi. Consommation, c'est pas tant consommation d'acheter des vêtements, j'ai jamais trop été là-dedans, mais c'est consommation de projets, de rencontres, Ah, de voilà, vivre, ouais, de sortir de vivre, ta zone quoi, de confort, quoi. Ouais, en permanence. Et donc ça peut être un petit peu quand même fatigant, épuisant pour le corps, l'esprit, voilà, de se mettre en fait en danger. ouais. Jusqu'à ce que tu te mettes vraiment en danger? Bah, jusqu'à ce que je me mette vraiment en danger. En réalité, je me mets en danger régulièrement, hein. C'est quasiment peut-être tous les ans, parce que chaque acquisition est un nouveau danger, parce que en plus, je ne crois pas, je ne grandis pas de manière organique à l'époque, comme certaines entreprises où du coup, c'est une croissance, mais disons qu'elle est mesurée, elle est organique, elle se fait de manière un peu plus fluide. Moi, c'est des acquisitions qui se font quand même souvent dans la douleur, c'est-à-dire que je reprends des lieux endettés, qui sont souvent en plus des concepts différents, parce que je reprends des lieux nocturnes, aussi des restaurants, puis un bar, puis après je tourne vers l'événementiel. Donc tout ça va assez vite. Il y a un manque au fond quand même d'ancrage, de centrage. Ça, c'est évidemment des choses que je peux dire aujourd'hui, hein, mais à l'époque, j'en Ouais. avais aucune idée. Mmh. Ensuite, à chaque fois, bah, ces lieux sont, comme je le disais, assez endettés, donc ça met quand même une pression court terme importante, voilà, parce que c'est pas si simple d'avoir des financements. Quand le milieu nocturne, voilà, ne plaît pas vraiment aux banques. Donc concrètement, c'est intense. C'est en même temps ce qui me donne plein d'adrénaline. Cette adrénaline, je la recherche, hein, comme je l'ai expliqué. Et en fait, je m'en rends absolument pas compte. Mais là, aujourd'hui, je peux le dire, j'étais complètement dépendant, complètement addict à cette adrénaline, à cette frénésie de vie, à cette hyperactivité, à cette surconsommation de projets, sans laquelle je ne me sentais pas vivant. Mmh. Et qu'est-ce qui a fait que ton corps a enfin, à partir de quand tu as compris que ton corps, il commençait à te parler fort? Et ben, assez tôt, hein, je vois quand même bien que je me souviens de faire mes premières insomnies, à l'époque, j'ai 21 ans, hein, donc là, on fait un petit flashback et il est question de reprendre les bains-douches. Mais juste ça, alors que j'ai 21 ans, ça fait 2 ans que je suis dans ce business. À l'époque, je fais que des soirées sans alcool. Je crois que je commence à organiser des soirées après minuit. Puis voilà, là, je loue justement les bains-douches, à l'époque, qui est un lieu qui est un peu en souffrance. Et donc, du coup, il y a, voilà. Et je me souviens de travailler 3 mois avec déjà un avocat. Mon père me donne un coup de main aussi, il est avocat à l'époque. Voilà, j'ai mon associé aussi de l'époque. Bon, je suis 3 mois dans dans cette étude, mais qui me met dans des espèces de, de
comment dire, d'états d'euphorie et de détresse, d'angoisse, quoi, qui sont, ouais, qui peuvent être au sein de la même journée, quoi. Donc il y a quelque chose, il y a quand même une profonde instabilité émotionnelle, et ça, c'est quand même la dominante de cette décennie de 20 à 30, et qui se reflète du coup, bah, dans ce développement entrepreneurial. Voilà, et donc bah, de fil en aiguille, je reprends comme ça en fait, pour arriver à 30 ans avec une dizaine de lieux. J'ai donc repris une dizaine de lieux. Là, j'ai maintenant à peu près 150 salariés. Puis il y a des lieux en plus, un lieu en plein air saisonnier. Bon, enfin voilà, il y a donc c'est quand même c'est devenu une vraie usine, euh, avec voilà, beaucoup l'entreprise est à l'image de moi assez instable, hein, en fait. Les performances sont instables, les équipes, il y a pas mal de turnover dans les équipes. Et puis en plus, c'est pas un univers où, enfin, c'est un univers où tu as beaucoup de turnover. Enfin, c'est Ouais, voilà, pas, c'est aussi, merci de le c'est. dire, effectivement, merci de le rappeler. Voilà, c'est effectivement un univers qui est très, très, très cyclique. Les effets de mode vont et viennent extrêmement rapidement. Et donc, forcément, ça contribue à quelque chose voilà, d'instable, quoi. Mais à l'époque, toutes ces remarques-là que je fais, je n'en ai absolument pas conscience. Je pourrais même dire que j'avais envie juste de développer une idée que je trouve intéressante, que j'ai compris plus tard, et qui peut peut-être aussi euh, euh, être intéressante pour nos auditeurs. C'est cette différence entre se sentir heureux et se sentir vivant. Et à l'époque, c'est vrai que j'ai une vie de rêve, voilà. Et donc, de l'extérieur, tout est magnifique. Je développe un groupe génial, et ça marche, quoi. Honnêtement, voilà, je reprends des beaux lieux avec des associés qui sont compétents. Les lieux marchent. Alors en général, voilà, le problème c'est qu'ils marchent pas forcément dans la durée, mais il y a vraiment toute cette dynamique autour de moi. Et puis voilà, j'ai une vie assez cool de manière générale, ma vie sociale, ma vie sentimentale. J'ai plein de copains. La vie est belle, quoi. Et moi, bon, effectivement, tout ça, c'est au prix de quand même des up and down assez permanents. Mais si à l'époque, vous m'aviez croisé dans la rue et si tu m'avais demandé si j'étais heureux, je t'aurais dit, mais je suis l'homme le plus heureux de la planète, et je me sentais très heureux. En fait, mais sauf que j'oubliais qu'il y avait des grands moments de solitude, des grands moments de down qui parfois pouvaient durer une journée, une semaine ou parfois quelques mois, parce que quand j'étais dans une espèce de spirale d'angoisse, parce qu'un deal devait se faire ou pas se faire, que ça pouvait tout changer, ben, c'est des comportements en fait qui sont évidemment pas des comportements heureux. Et donc en fait à l'époque je ne fais pas la différence entre voilà, être heureux et être vivant. Et en fait je me sens vivant. Voilà, je me sens dans cette hyperaction, cette surconsommation, comme sous perfusion à cette adrénaline permanente. C'est en fait comme un shoot que j'ai besoin de me mettre régulièrement, sans quoi je ne me sens donc pas vivant. Mais en réalité, voilà, et donc je commence à faire un peu la différence entre bonheur et bah, adrénaline, quoi. Et en fait, je commence à comprendre que cette adrénaline, c'est quelque chose de très éphémère, qu'il faut constamment pédaler pour la créer, la générer. Et donc, en fait, petit à petit, à partir de 25 ans, il y a cette prise de conscience. Et puis, c'est là où je commence à voyager, à faire des voyages très lointains l'été. Je pars avec un sac à dos pour me vider la tête. J'ai vraiment besoin de ça comme une sorte de thérapie, de faire le vide. Je pars au bout du monde, en Amérique du Tu pars Sud. seul? Je pars très souvent seul. Ça dépend un peu aussi de ma situation de l'époque. Parfois, je pars avec un Amoureuse, copain, ouais. parfois, je pars avec une petite amie. Mais souvent, je pars seul et j'aime partir seul. Voilà, dans cet inconnu. C'est encore d'ailleurs des trucs où je me mets, même l'été, il y a quand même toujours aussi ça, quoi. C'est parce que partir seul, c'est quelque chose d'assez. On se confronte, on sort de sa zone de confort, comme on dit. Voilà, on se met un peu en danger. Je me souviens de ce premier voyage que je fais d'ailleurs au Brésil. Je pars là pour le coup, c'est 2 mois, je me souviens, on est vers le 9-10 juillet à Paris, je prends des longues vacances et je pars jusqu'à fin août. Je me souviens des 3-4 jours avant à Paris, alors que j'ai pris mon billet, que je pars tout seul et que je réalise, voilà, j'ai 2-3 copains là-bas, mais concrètement, je me dis, mais ok, dans quoi je m'embarque encore? Donc en fait, c'est constamment ça, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de. Et je réalise qu'il y a des notions, et donc je commence à lire aussi un peu des livres là, de développement personnel. Je me souviens que dans un de ces voyages, je lis, là j'ai déjà 27-28 ans, je lis Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Euh, je m'intéresse à tous ces nouveaux sages, ce qu'on appelle ces nouveaux philosophes qu'on a là tout autour de nous, qui du coup m'ouvrent un peu la voie sur autre chose. Et je réalise que, en fait, ce bonheur que je crois vivre,
je suis pas du tout sûr que ce soit ça, parce que là, je rencontre des nouvelles notions, hein, comme un nouveau champ lexical. Dans ces livres, on parle de sérénité, de bien-être, de paix intérieure, de calme, d'harmonie, etc., etc. Et là, je réalise, bah, en fait, toutes ces notions-là, je ne les connais pas. Et je suis très loin de ça. Et donc, en fait, le bonheur, j'en suis loin. Et donc là, je commence vraiment à comprendre quelque chose. Et d'ailleurs, tu dis dans ton livre que, ce qui m'a surpris, mais finalement pas tant que ça, c'est que à l'époque, tu avais honte de ton métier. Quand justement tu étais en voyage, tu disais pas que tu étais chef d'entreprise dans la nuit? Ouais, alors cette honte, elle est quand même à relativiser. Je n'en avais pas du tout honte quand j'étais dans le vortex parisien. Au Ouais. contraire, j'en étais même assez fier de cette réussite. Mais quand je voyageais, que je sortais justement de ce petit microcosme parisien et que j'allais, bah, voilà, par exemple, je raconte cette anecdote dans le livre où j'arrive au Machu Picchu et je vois des backpackers avec des longues barbes, des cheveux longs, un peu des hippies, quoi, qui vivent vraiment d'amour et d'eau fraîche. Et je trouve ça beau, je trouve ça magnifique, et une part de moi les envie, et une part de moi se sent, ouais, effectivement, je me sens un peu, presque un peu con, quoi. Je me dis, en fait, est-ce que j'ai vraiment compris la vie? Je me mets constamment dans des trucs voilà, de stress, d'angoisse, de peur. Alors, ok, je développe ces entreprises, c'est super, mais en même temps, est-ce que peut-être je le fais d'ailleurs, est-ce que je le fais de la bonne manière, ou est-ce que tout simplement je devrais pas voilà, faire autre chose. Et voilà, je précise aussi qu'il y a quand même un truc quand même assez fondamental dans mon histoire qui probablement m'amène, hein, vers tout ça. C'est que j'ai vraiment grandi avec une mère assez bohème, qui elle-même voilà, est artiste, qui s'est cherchée pendant longtemps et qui est devenue une écrivain. Voilà, un beau-père aussi qui est écrivain. Euh, et de l'autre côté, mon père, voilà, qui est avocat d'affaires, après qui est un sorte d'homme d'affaires, qui devient business angel, et donc qui est vraiment dans les affaires, dans le business. Et donc il y a cette culture du côté Ouais. paternel, entrepreneurial, qui est vraiment très forte. Et donc, voilà, quand je parlais de cette dualité, elle est évidemment liée à ça. Voilà, ma mère vote à gauche, mon père vote à droite, et ça paraît peut-être peu comme ça, mais en fait, dans la conscience d'un enfant, c'est compliqué à gérer. C'est enrichissant d'un certain côté, mais il y a aussi quand même une notion voilà, de se demander, alors finalement, qu'est-ce qui est juste ou quoi. Alors, moi, je démarre vraiment en empruntant la voie de mon père, mais en cours de route, il y a comme voilà, cette petite voix qui murmure de ma mère, qui nous avait éduqués, mon frère et moi, dans des principes un peu anticapitalistes. Et donc, ça avait créé un grand conflit dans l'enfance et dans l'adolescence. Et là, du coup, c'est comme si ça me rattrapait un peu. Et dans les moments marquants dans ta vie, un jour, tu as été pris, dans une avalanche? Ouais. Ça, c'est un chapitre que je dédie, et c'est un message que je voudrais faire passer là, d'ailleurs, aujourd'hui, parce que c'est vraiment peut-être le plus important pour éviter le burn-out, parce que c'est peut-être ça, hein, ce que recherchent nos auditeurs qui nous écoutent, c'est de ne pas arriver à cette situation. Et donc, c'est d'écouter les signes, les signaux de la vie. Il n'y a rien d'ésotérique ou de farfelu là-dedans. C'est pas une interprétation euh, ouais, ésotérique de ces signes. C'est simplement que la vie met sur notre route très régulièrement. C'est juste le produit aussi de notre action, de qui on est, de ce qu'on fait dans le monde, de comment on agit. Et ben, il se passe des choses. Et on a souvent, si on est à l'écoute, qu'on observe un peu ça et qu'on prend un peu du recul sur notre vie, on a des petits incidents, parfois des petits accidents. Ça peut être voilà, des tas de choses. Ça peut aussi être parfois, je sais pas, juste écouter quelqu'un à la radio, ou une conversation avec un bon ami qui parfois peut nous interpeller, et du coup voilà, peut éveiller quelque chose en nous, et on peut parfois se dire, ah, je suis pas forcément là dans la bonne manière de faire les choses. Je suis pas dans la bonne énergie. Et en fait, bah, à l'époque, il y a un moment donné, entre 25 et 30 ans, j'ai beaucoup de ces signaux, dont cette avalanche dans laquelle je suis prise, effectivement, où j'ai vraiment tout simplement failli mourir. Et j'ai d'ailleurs cru que je mourrais, en fait, pendant vraiment 30 à, je sais pas, à 40 secondes. J'ai vraiment commencé même à formuler des pensées d'adieu, parce que voilà, j'étais donc enseveli, j'avais tout perdu, ski, bâton, tout. Je ne pouvais plus respirer. L'avalanche devait faire, je sais pas, 2-3 mètres de haut.
Et donc vraiment, je me suis dit, j'avais 26 ans, je me souviens, je me suis dit, bah voilà, ça se trouve, c'est la fin, c'est là que ça s'arrête. J'aurais pas cru que ça s'arrête si tôt, mais je me commençais à me dire ça. Et voilà, en fait, je n'ai pas su écouter ces signaux. Il y en a eu plein. Bon là, il y a cette avalanche dont tu parles, mais il y en a eu plein d'autres. Et en fait, voilà, après coup, voilà. Et donc, j'aime bien dire aujourd'hui qu'il y a en fait, j'aime croire que c'est pas que je crois en un plan supérieur organisé par un dieu avec une grande barbe, pas du tout. Je crois que c'est juste que la vie a il y a comme une sorte d'intelligence organique et subtile, voilà, qui est là. Et en fait, c'est à nous aussi de, voilà, de se relier à ce flot de la vie, à être un peu en harmonie avec, avec les choses, les événements, les éléments. Et donc, bah, d'être à l'écoute de ce qui se passe. Et du coup, de parfois, voilà, cette avalanche m'invitait tout simplement à ralentir. Et c'est pas, j'ai pas su le faire à l'époque. Au contraire, voilà, j'ai continué vraiment dans mes travers, voilà, de plus belle et dans le mépris total du divin. Parce qu'effectivement, dans ces signaux de la vie, il y a quand même, j'y reconnais un peu une signature du sacré. Et donc, en fait, ouais, ne pas en tenir compte, c'est quelque part mépriser le divin, quelque part. Ouais. Mais c'est sûr que moi, tu vois, je sais que depuis, ça fait quoi? Ça fait 2 ans maintenant où je suis vraiment, j'écoute les signaux, et en fait, enfin, toutes les semaines, je suis surprise et c'est incroyable. Enfin, tu vois, là, en ce moment, enfin, je vais pas raconter en détail aujourd'hui parce que j'en parlerai plus tard, mais aujourd'hui, c'est trop chaud pour moi pour en parler. Mais j'ai vécu un truc il y a pas longtemps, mais tu te dis, mais c'est pas possible. Enfin, c'est vraiment, enfin, il y avait une probabilité sur 60 000 et tu dis, mais comment ce truc est possible? Et tu dis, mais ça, c'est ouais, c'est un signe qui t'est envoyé en pleine figure, qui fait pas du tout plaisir à voir, mais qui te dit, Charlotte, regarde. Et je sais que pour plein de choses, alors là, c'était pas un truc positif, mais il y a toujours du positif dans toutes les situations, il faut les voir après. Mais clairement, tu vois, je me dis depuis 2 ans, à chaque fois, il y a des petits trucs et je me dis, bah ouais, mais ça, ok, t'es sur ton chemin ou t'es pas sur ton chemin, faut passer sa route, quoi. Mhm. Ouais, ouais, bah, c'est exactement ça. La vie nous parle en fait. C'est ça. Il faut juste Et c'est l'écouter. et c'est voilà, c'est à nous Ouais. d'écouter, d'être en lien avec la vie, je parlais de me sentir vivant, là c'est plutôt d'être en lien avec le vivant, donc Mm, c'est un peu différent quoi. c'est ça. Et ça c'est peut-être une vraie manière d'être vivant quoi, une manière sereine d'être vivant et d'être dans la vie, Ouais, d'être en lien avec le vivant, en lien avec la nature, en lien avec les autres, voilà, être à l'écoute. carrément. Ce qui n'empêche pas, je le précise, d'être dans l'action. Mais c'est Ah mais juste, non, en effet, clairement, parce que je voilà, veux dire, rien de toute façon, si tu restes enfermé chez toi et que tu vois personne, tu vas pas créer d'opportunités, exactement. il faut C'est, pas subir, il faut au contraire être acteur et quand il y a des choses, qui sont difficiles dans la vie, enfin, moi ce que je dis souvent, c'est que soit tu es une victime, soit tu agis et tu es acteur et en fait, si Mhm, tu es victime, bah, en fait, il y a un moment, il va t'arriver entre gui enfin, en étant vulgaire, que des merdes. Tandis mhm, que quand tu es acteur, tu vas dépasser le truc et tu vas te dire: «OK, comment je me mets en chemin pour être bien?» parce qu'on est, enfin, c'est prouvé en psychologie positive, on est responsable de notre propre bonheur. Donc, à mhm, chacun de se responsabiliser, même si mhm. la vie nous envoie parfois des choses un peu costauds à traverser. Ouais, ouais, exactement. Et donc du coup, bon, bah, tu arrives au burn-out puisque tu accélères et que tu ne ralentis pas. Ouais, en fait, voilà, il y a un moment donné où j'en peux plus, quoi. J'en peux plus, parce qu'il y a quand même un stade où je suis conscient de tout ça, donc c'est assez bizarre. C'est comme s'il y avait une scission en moi. Il y a comme une personne qui observe et une personne qui agit. Parce que donc, il y a quand même, hein, à partir de 25-26 ans, des prises de conscience et des lectures. Et voilà, je commence aussi un petit peu ces pratiques que sont le yoga, la méditation. Je fais des expériences de sophrologie, d'hypnose. Donc, il y a déjà une curiosité. J'avais commencé d'ailleurs une thérapie à l'âge de 25 ans. Je suis quand même déjà assez tôt dans ces recherches et dans cette volonté de comprendre comment ça se passe à l'intérieur. Mais en fait, je suis aussi engagé dans une vie qui va à 200 à l'heure, qui est une vie d'entrepreneur dans le monde de la nuit, donc qui n'est pas forcément très compatible avec euh, mon attirance pour ces pratiques, ces médecines alternatives, pour cette exploration du soi, j'emploie le soi avec un grand S, et donc, bah, à un moment donné, il y a une fissure, quoi. Concrètement, il y a une fissure. Il y a aussi sur tous les plans de ma vie, en fait, à 30 ans, même s'il y a cette fête de fou
où ça a l'air génial ma vie, bah, en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a un contraste terrible entre, ce que je donne à voir et la réalité, de comment je me sens. Ouais. Et sur tous les plans de ma vie, en fait, je réalise que, bah, voilà, mes amis, je vois moins mes amis, je suis toujours aussi dans la recherche de nouveaux amis, de nouveaux cercles. Et c'est pas comme si, c'était des nouveaux amis qui s'additionnaient aux anciens amis, c'est comme si, en fait, il y a un truc de substitution qui s'opère. Donc, en fait, je réalise que je suis un peu dans mes relations sentimentales, c'est la même chose. Je suis incapable de me poser dans une relation, je suis tout de suite très, très impatient, très, c'est tout de suite très compliqué, je me sens très enfermé, voilà, et donc, en fait, dans aucun plan de ma vie finalement, selon les critères, du bonheur au sens, voilà, de la paix intérieure, de la sérénité, de toutes ces notions, bah, en fait, j'en suis très loin, quoi. Et Mmh. donc là, la prise de conscience quelque part, fait que ça devient en fait, plus dur parce que je peux plus continuer à me mentir. Donc je commence à devenir ensuite en plus je commence à me mépriser pas mal, et je deviens assez cynique avec moi, cynique avec ma vie, et tout ça, en fait, c'est quand même vraiment des signaux qu'au fond, ça va pas, quoi. Et là, je fais l'acquisition de trop, celle qui vraiment va me mettre dans le mur, un restaurant très endetté, voilà, où je fais, pour être honnête, très peu d'analyse des comptes, etc. Il y a comme un psy de l'époque m'avait dit plus tard que pour elle, cette acquisition, c'était un peu comme un suicide psychanalytique. Et c'est là où vraiment je me mets dans le mur, quoi. Où en fait, voilà, là, ça y est. Voilà, la vie prend le dessus. Parce qu'il y avait aussi ce truc de toujours défier la vie, hein. Il y a un truc un peu de pyromane, hein, je pourrais dire, ou en tout cas de joueur, de toujours voir à quel moment. Parce qu'à chaque fois, en fait, il y avait aussi ça, hein. Je me mettais en danger, puis à chaque fois, je m'en sortais, quoi. Donc en fait, il y avait un sentiment aussi un peu perfide d'invincibilité. Où en fait, ça c'est l'ego, quoi. L'ego qui prend toute la place, qui croit que voilà, qu'il est tout puissant et que donc en fait, je peux tout avoir, tout faire, que finalement rien ne m'arrêtera. J'aime bien juste donner une définition de l'ego qui est un terme polymorphe qui peut prendre plein de définitions, mais j'aime bien celle-ci, qui est l'ego, c'est l'attachement névrotique à une image valorisante de soi. Voilà, et donc je suis vraiment là-dedans, quoi. Donc tout ce qui peut servir cet ego, je le prends, je l'engloutis. Mais à un moment donné, bah voilà, la vie me montre ma limite, euh, que quelque part inconsciemment je recherche, hein, et je suis presque heureux. Il y a un soulagement, il y a une délivrance dans la rencontre de cette limite, donc dans cette année noire qui est donc ce burn-out que je vis donc en 2015. J'ai 32 ans. Là, c'est vraiment sérieux, quoi. Je veux dire, vraiment, je perds pied. Je dois avoir un psychiatre qui me souscrit des antidépresseurs parce qu'il faut tenir aussi. Donc ces antidépresseurs, j'aime bien l'expliquer comme ça. En fait, je les prends pendant une année, l'année 2015, qui est l'année où je vends toutes mes entreprises. Je les cède. Alors voilà, dans des conditions assez mauvaises. Je les brade en fait, un peu dans l'urgence. Parce qu'il faut que je sorte de ça, mais il y a quand même, voilà, j'ai la responsabilité de 150 personnes, j'ai voilà, des capitaux personnels et familiaux aussi qui sont engagés. Donc j'ai beaucoup de pression et il ne s'agit pas de ne pas se lever le matin. Donc en fait, les antidépresseurs, ils m'empêchent probablement de faire une vraie dépression. Je ne tombe pas non plus dans la dépression, c'est-à-dire que voilà, j'arrive quand même encore à fonctionner, mais très probablement grâce à ces médicaments. Donc il y a ça, j'ai des idées assez noires, je commence à avoir des envies suicidaires, ça dure à peu près pendant 3 mois. J'en parle un petit peu dans le livre. Ouais. Je me souviens de janvier à mars 2015, voilà, des idées quand même assez concrètes. Et voilà, et donc aussi un repli sur soi, là je m'enferme, puis de toute façon je prends tellement de coups la semaine, je travaille 12 heures par jour, mais il faudrait que j'en travaille le double, je reçois, je sais pas, des 200 emails par jour, je suis constamment à répondre à des emails, à être entre les rendez-vous, mais en fait je suis comme un plombier qui colmate des fuites, c'est un peu tard, là il y a eu, voilà, j'ai trop de lieux sous ma responsabilité, j'ai pas assez d'équipes, voilà, concrètement il y a aussi en plus un truc, un contexte à Paris, c'est l'année des attentats. C'est aussi un moment donné où vous savez, il y a eu toutes ces lois sur la cigarette, où on peut plus fumer dans les établissements. Donc en fait, c'est le développement de tous les lieux en plein air. Donc en fait, tous les lieux en sous-sol sont concrètement désertés du mois de mai au mois de septembre, parce que dès qu'il fait un peu beau, voilà, les gens, c'est voilà, la grande
euphorie des terrasses, etc. Bon, etc., etc., etc. C'est donc vraiment le cercle vicieux là, et la machine, c'est l'engrenage infernal. La machine est bien plus forte que moi. C'est pas, ça s'est pas joué à peu, quoi. C'est clairement là, c'est un chaos total. Et voilà. Et en même temps, je le dis, il y a quelque chose d'une délivrance. Et je me retrouve du coup en décembre 2015. Je vends mon dernier lieu, qui est cette boîte de nuit que certains de nos auditeurs ont peut-être connu, qui est Régine. Mmh. On est le 23 décembre 2015 et là, voilà, je suis quand même très amoindri physiquement, très fatigué, psychologiquement quand même très fragilisé. Ça fait 1 an que je prends ces antidépresseurs. Le médecin m'autorise enfin à les arrêter une fois que le dernier lieu est cédé et que là, voilà, il y a comme une page blanche qui est devant moi et c'est en même temps très excitant parce qu'enfin, je suis libre. Excitant et j'imagine, inquiétant, stressant aussi? Ouais, mais pour être très honnête, il y a aussi, tu sais, c'est cet effet. Après une période très douloureuse, très difficile et tout, il y a comme un truc, peu importe ce qu'il y a, à partir du moment où on ne souffre plus, enfin, c'est pas qu'on ne souffre plus, mais où, je sais pas, la machine s'arrête, là, déjà, je peux respirer, je peux revivre. C'est pas que j'ai envie de voir beaucoup de monde, je suis quand même vachement déjà dans l'introspection. Je vois des films, mais des films engagés, des documentaires sur des gens justement qui ont eu des parcours. Je regarde les documentaires de Gandhi, de Luther King, Mandela. Ça me fait du bien. Le commandant Cousteau, fabuleux documentaire au passage. J'adore les histoires réelles, des histoires qui sont extraordinaires et qui finalement n'ont pas besoin d'être de la fiction pour devenir des romans de vie, quoi. Et donc, ces films me font du bien. C'est là où aussi je fais la découverte de Mathieu Ricard, qui est une Mmh. personne qui sera très importante dans mon cheminement, qui m'inspire énormément et qui me donne surtout de la force, quoi. Mathieu Ricard, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un moine bouddhiste tibétain, qui est un Français, voilà, qui est parti à 26 ans dans l'Himalaya, alors qu'il avait fait un doctorat en biologie moléculaire, qu'il était chercheur au Collège de France. Il était premier à une très belle carrière scientifique et donc il part à la rencontre des maîtres tibétains et il y passe 40 ans et donc voilà, aujourd'hui c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup de livres, etc. Et voilà, et donc il me fait, son existence me rassure, de me dire qu'il y a des êtres comme ça qui existent, que finalement une autre voie est possible, que prendre la tangente c'est possible. Donc je commence à avoir toutes ces idées, et puis voilà, j'approfondis un peu ma pratique du yoga, de la méditation. J'y trouve un vrai apaisement. J'y trouve aussi, je commence à lire aussi les enseignements un peu qui en découlent, enfin, ou plutôt dont découlent ces pratiques, qui sont les enseignements bouddhistes, hindouistes, etc. Je trouve, voilà, dans les sagesses orientales un peu une autre lecture de la vie, où il parle beaucoup d'ailleurs de la non-dualité. Donc ça m'attire beaucoup. Qu'est-ce que c'est que cette non-dualité? On explique en fait que l'être humain, on est construit comme ça, on voit les choses dualité bien mal, voilà, blanc noir, et en fait qu'au-dessus de cette dualité il y a juste la vie, quoi. On n'est pas obligé de tout voir comme bien ou mal, que finalement bah là pareil, je viens de perdre toutes mes entreprises, c'est pas forcément mal, voilà, c'est peut-être ni bien ni mal, c'est comme ça en fait, voilà. Et ça, je rentre dans tous ces, voilà, dans tous ces enseignements. Et quand Et tu rentres ça, dans tous ces enseignements, est-ce que ton entourage parce que, souvent quand on s'éveille à ce genre de choses, parfois il y a l'entourage qui surtout quand on vient dans un milieu parisien, en mode: «Waouh, qu'est-ce que tu fais? Tu pars en cacahuète», Alors, ma chance un peu là-dedans, par rapport à ça, hein, parce que je sais que ça peut être une pression pour les gens, voilà, les gens n'aiment pas vraiment voir les autres changer. C'est rare que, parce que ça forcément, ça remet en question, notre propre vie. Donc quand on est dans le sérail d'un groupe d'amis, on a nos habitudes, bah, quand il y en a un qui bouge, forcément, ça peut venir remettre en question notre propre vie. Donc c'est quelque chose, voilà, qui est, c'est comme ça. Mais pour autant, moi, j'ai une petite particularité, c'est que je viens de perdre toutes mes entreprises. Je sors d'1 an d'antidépresseurs. Ça peut pas vraiment aller plus mal. Je suis concrètement au fond du trou. Ces choses-là s'imposent un peu sur ma voie comme voilà, des choses qui ne peuvent que me faire aller mieux. Puis c'est vrai que bon, dans mon entourage familial, c'est vrai que quand on voit quand même quelqu'un s'éveiller à des enseignements philosophiques, de sagesse, se rapprocher de la religion, en l'occurrence moi c'est des religions plus que de la religion. J'ai grandi dans la religion catholique, mais au fond je n'étais pas spécialement pratiquant ou relié à cette religion. C'est vraiment toutes les religions, notamment quand même le bouddhisme qui est une religion qui m'inspire beaucoup.
Bon, bah, c'est plutôt positif. Donc, votre entourage, là, à ce moment-là, moi, est plutôt assez encourageant. Et là, il y a du coup, voilà, maintenant, il y a ce que faire de ma vie, quoi, qui quand même très vite se pose. Sachant qu'en plus, bon, bah, j'ai plus beaucoup d'argent. J'ai un peu d'argent de côté, mais pas grand-chose. J'ai pu préserver quand même un petit peu. Bon, et là, il y a vraiment un choix binaire, quoi. Continuer ou changer. Et le continuer, bah, ça pourrait être recréer un business à Paris, dans le même secteur d'activité. J'ai deux propositions dans le secteur d'activité de concurrents, mais d'amis concurrents qui me proposent de les rejoindre. Donc en fait, ça va, c'est plutôt positif. C'est que je pourrais tout à fait continuer si je le souhaitais. Ce qui a été important, ça d'ailleurs, plus tard pour dans la force de mes choix, parce qu'en fait, voilà, c'est pas comme si il y avait absolument plus de choix. Et donc, du coup, voilà, il y a comme une vraie démarche, il y a comme voilà, quelque chose de très profond qui vraiment m'appelle sur une voie spirituelle, quoi. Et donc, il y a ce projet qui se dessine, qui est, j'emploie le mot projet parce que je le fais un peu comme un entrepreneur, c'est-à-dire que voilà, je suis en janvier 2016 et là, je commence à réaliser, bah, en fait, de quoi j'ai envie. Et en fait, je réalise qu'il y a tout ce monde-là, ce monde intérieur qu'on ignore, en fait, qu'à l'intérieur, il y a voilà, des émotions, des pensées, des sensations. Je donne quelques termes comme ça qui paraissent, mais que ça, finalement, constitue notre vie, je dis souvent, on demande souvent comment vas-tu, comment ça va, etc. Ce qui est une question, je me dis souvent, on devrait demander aux gens comment te sens-tu. Parce que finalement, ce qui compte dans notre vie, la seule chose dont on fait l'expérience, c'est l'expérience de comment on se sent, c'est C'est l'expérience vrai. intérieure. Et c'est ce que j'ai voulu rappeler avec ce livre, c'est que la vie est avant tout une aventure intérieure. Voilà. Et on l'oublie un peu, surtout à notre époque, qui valorise beaucoup quand même l'image, la représentation, voilà, avec les réseaux sociaux, qui sont d'ailleurs formidables par ailleurs pour plein de choses, et je les découvre là à travers le livre, et je trouve que c'est des super outils. Mais en même temps, il y a quelque chose euh, voilà, on oublie ce monde intérieur, d'en prendre soin, et que c'est finalement. Et donc là, il y a, voilà, j'appelle ça aussi le monde de l'âme. Et donc j'ai envie de rentrer dans cette exploration, de voir ce qui se cache derrière, ce qui a toujours sommeillé, ce que j'ai toujours senti, entendu, comme ces petites voix, cette conscience, tout ce vocabulaire qui est un peu abstrait pour moi à l'époque, et j'ai envie voilà, de comprendre ce que c'est, de ce qu'il y a, voilà. Et donc là se présente rien du tout, mais cette pulsion, comme une intuition très forte, où je décide de partir en Amazonie. Voilà, il y a pas vraiment grand chose de là-bas. C'est comme un truc, mais c'est une envie qui naît déjà de novembre, décembre 2015. Et voilà. Et il se trouve que voilà, comme souvent quand on est dans une volonté forte et qu'elle a quelque chose, qu'elle est juste d'une certaine manière, et ben, coup de chance, j'ai des amis que j'ai rencontrés dans un voyage précédent au Brésil, qui ont le contact d'un chaman là-bas, qui s'appelle Indius, qui a exactement mon âge, 32 ans, qui est lui descendant d'une lignée de chamans de père en fils, et qui m'attire énormément, quoi. Ce nom Indius déjà me fait rêver. Dans mon Paris, il faut imaginer un Paris sous antidépresseur en décembre, janvier, où il fait dans un froid glacial, où on vient de paumer tout ce qu'on avait construit depuis 12 ans. C'est juste ces quelques lettres à poser. Indius, l'Amazonie, me fait rêver. Et donc, voilà, tout simplement, je le contacte et je fais un Skype avec lui début janvier. Il a Skype, non, il a créé une communauté en fait, ouverte aux Occidentaux pour justement diffuser les savoirs de la forêt. Et là, voilà, il me dit que le mois de janvier est justement un très bon mois pour venir. Et donc le 23 janvier 2016, un mois après la vente de Régine, je suis dans l'avion et je pars pour l'Amazonie. Et Euh, qu'est-ce qu'il dit du coup ton entourage quand il doit partir en Amazonie? Bah, c'est un peu bizarre parce que c'est vrai que je me souviens, je fais une petite fête avant de partir, une sorte de petite fête d'adieu, et personne commente vraiment. C'est assez bizarre parce que les gens, il y a comme un truc où ils trouvent que c'est un peu bizarre peut-être, et en même temps ils se disent bon, le mec de toute façon là il est quand même pas bien, on peut pas tellement lui dire quoi que ce soit. C'est pas vraiment l'heure de faire des commentaires de toute façon. Euh, mais c'est juste que l'Amazonie, parce que j'avais ce truc, hein, je l'ai dit, du voyage, qui était un truc vraiment. Je partais beaucoup, très loin, longtemps, seul, souvent, dans ces pays d'Asie ou d'Amérique du Sud, où vraiment je trouvais beaucoup d'apaisement.
et surtout d'ouverture d'esprit, de rencontre, d'enrichissement. Enfin, c'était voilà. Et donc là, c'est juste que je vais c'est un voyage un peu plus lointain, un peu plus profond. L'Amazonie, c'est quand même particulier, mais bon, c'est l'Amazonie brésilienne, donc voilà, j'ai quand même un peu voilà des petits repères là-bas. Je sais que de là-bas, après, si je veux voyager, je peux voyager dans le Brésil. Le voyage, c'est aussi comme un muscle, hein, ça s'apprend, c'est comme tout en fait. Et j'ai appris aussi au cours de toutes ces années hein, à voyager seul, donc je commence un peu à savoir comment ça fonctionne. Ouais. Donc voilà, donc je suis dans cet avion, je fais 24 heures de vol, 3 escales, j'arrive là-bas et là, bah, je me souviens, ça c'est un moment aussi que j'immortalise dans ma mémoire. Je suis en haut de l'avion, là, en haut des marches là, qui mènent au tarmac là, quand je sors de l'avion, et là, il y a vraiment, je sais pas, je vois la forêt là, derrière le petit aéroport local là, de Santarém, qui est le nom du bled là-bas, et là, je sais pas, il y a vraiment voilà, je sais pas, une montée non pas d'adrénaline, là, c'est un peu différent, mais juste voilà, cette excitation de l'inconnu, de l'aventure, de me dire, voilà, c'est vraiment le point de départ là, d'une nouvelle vie, quoi. Je le Mmh. ressens très, très fortement. Et voilà, et donc là, je rentre dans tous ces rituels chamaniques, j'arrive, bon, je vois que c'est quand même un monde très différent de celui que je connais, je vois que mes petits mécanismes habituels parisiens n'opèrent pas vraiment. En plus, voilà, la langue officielle, c'est l'anglais. Mon anglais est assez moyen à l'époque. Et donc, concrètement, voilà, je rentre un peu dans la vie de la communauté. C'est très dur, hein, parce que voilà, un changement d'habitude d'alimentation, changement de rythme de vie, la solitude. Il y a les gens de la communauté, mais bon, au bout de, c'est pas non plus des gens que je connais bien. Il y a la barrière de la langue parce on peut pas se parler en français non plus. Mais bon, je dors sur un hamac. C'est aussi, voilà, c'est au Tu départ, casses tous tes codes, quoi. ouais, vraiment, il y a quelque chose de cet ordre-là où voilà, vraiment c'est nouveau, mais en même temps, je me dis que c'est ce que j'ai envie de vivre, ça me paraît bien, ça me paraît juste. Voilà, et puis après, évidemment, cette cérémonie d'ayahuasca, qui est cette plante médicinale, cette plante sacrée, que les indigènes utilisent pour soigner le corps, l'esprit depuis des milliers d'années. Je précise que c'est une plante qui n'est pas légale en France et dans la plupart des pays d'Europe, donc il faut voyager euh, voilà, pour la consommer. C'est un breuvage qui peut, voilà, qui donne des visions, euh, qui permet de reconnecter à des mémoires très enfouies. Donc c'est aussi ce que je recherche, de reconnecter à mon enfance, euh, à ce divorce notamment de mes parents. Quelle était la vie du petit garçon romain de 0 à 3 ans? Des gens disent qu'ils connectent aussi à des mémoires de vie antérieure. Voilà, c'est une expérience extrêmement puissante, très profonde, qui est voilà, juste un changement total de paradigme, un changement de, je sais pas, c'est comme aussi un moment de vérité incroyable. Ça dure 8 heures, 8-10 heures à peu près. Ça se fait à la pleine lune. Euh, voilà, on est là donc en haut sur un rocher. Il y a une vingtaine de personnes qui sont là pour cette cérémonie. Voilà, j'en parle beaucoup plus dans le livre, évidemment, je la décris avec plus de détails. Euh, et voilà, c'est quelque chose d'assez magnifique, qui n'est pas pour tout le monde, hein. Pour autant, il faut vraiment ressentir le besoin. C'est quelque chose, il faut faire attention, parce que ça peut vraiment créer des changements de vie très importants, donc il faut quand même le savoir. Ouais. Bah, Et, faut être prêt à aller, rencontrer sa zone d'ombre ouais, et sa zone de lumière aussi, mais il faut être prêt à ce que ça tangue parce qu'en effet, ça peut changer une personne, mais en même temps en se reconnectant vraiment à qui tu es. Mais quand tu te reconnectes à qui tu es, bah, ça peut faire, du bazar autour. exactement. Et donc, bon, moi, la chance que j'ai, c'est que quelque part, j'ai plus d'attachement, plus d'engagement, j'ai tout, voilà, tout perdu. Je suis, on va dire, voilà, très libre. Donc, ça ne veut pas dire que ça peut être une expérience, c'est une expérience qui est quand même très remuante, mais ce qui peut être compliqué avec ce type d'expérience, c'est que, voilà, des gens décident de divorcer le lendemain matin, quoi, concrètement. Mmh. D'ailleurs, il nous est demandé de ne pas prendre de décisions importantes dans les semaines qui suivent l'expérience. Donc d'autres personnes changent de job, enfin ça peut être vraiment donc il faut Ouais, quand des même choses en être très conscient structurantes. Mmh. avant d'y aller. Faut Ouais. savoir que ça peut voilà, créer des vrais chamboulements dans une vie quoi. Mmh.
Et donc là, du coup, tu restes combien de temps en Amazonie? Je reste, à peu près 2 mois, dans cette communauté, puis après je continue à voyager un peu dans la forêt, je vais chez des gens que j'ai rencontrés là-bas et après en fait je reste quand même vraiment dans la jungle ou plutôt dans la savane, brésilienne parce qu'après je vais donc au Brésil dans un autre endroit qui s'appelle Alto Paraíso, un endroit magnifique où là je fais la rencontre, il y a un ashram et je fais la rencontre d'un maître spirituel. C'est vraiment le terme, hein, c'est un vrai maître spirituel qui est brésilien et qui appartient à une lignée de maîtres d'un ashram du nord de l'Inde, à Rishikesh, euh, et donc qui est dans tous ses enseignements du yoga, mais je parle du yoga évidemment de la pratique du yoga, mais de toute la philosophie du yoga. C'est un enseignement spirituel mais libre, hein, qui n'est pas affilié à aucune religion, qui est quand même assez quand même inspiré des religions bouddhistes et hindouistes. Et là, je découvre vraiment, voilà, c'est une rencontre très importante pour moi. C'est une personne que je trouve d'abord magnifique, très inspirante, sorte d'alliage entre force et douceur. Et pour moi, c'est assez nouveau comme type d'homme, ayant grandi dans ce monde occidental, très basé sur le culte de la performance, de l'urgence, de toute démonstration de force qu'on connaît ici, qui souvent se transforme en agressivité, en ce genre de rapport humain. Et là, je découvre un homme très différent de ça, quoi, qui est au contraire voilà, dans un sage, quoi. Un sage, il a une longue barbe blanche, il est vraiment quelque chose voilà, de très apaisant à son côté. Il parle très doucement, il parle très lentement, laissant beaucoup d'espace entre les mots, entre les phrases. Il est assis dans son fauteuil. Enfin, on a juste envie de rester là, quoi. Et puis, j'ai aussi envie, je vois en fait à travers cette rencontre, au-delà juste de l'envie d'être proche de lui, mais qui déjà je pourrais suffire, hein. Mais il y a aussi quelque part, je prends conscience qu'il peut très vite être un guide sur la voie, euh, parce que finalement, bah, ce chemin spirituel, c'est une voie spirituelle dans laquelle il y a plein de chemins possibles. Euh, il y a le chemin de la méditation, le chemin du yoga, le chemin du chamanisme, la voie le tantra. Il y a vraiment, c'est plein de, voilà, de subtilités sans trop rentrer dans le détail ici. Et je développe un petit peu ces différentes sagesses dans le livre, mais de manière assez compréhensible. Voilà, il y a ce truc où voilà, vraiment, il est comme une lumière dans l'obscurité et je me dis, voilà, je vais suivre cet homme, tout simplement. C'est la seule chose que j'ai envie de faire. Il a créé une sorte de, il y a un enseignement qui s'appelle Chemin vers le cœur en français, qui est donc tout simplement qui a vocation à reconnecter les gens à leur monde intérieur, à leur essence, à la voix du cœur. Mmh. Et donc, il a créé, c'est comme une sorte d'école de spiritualité, de psychospiritualité, parce qu'il était psychothérapeute avant de devenir maître. Et donc, voilà, il y a tout ce cheminement qui se fera avec lui. C'est des retraites, des workshops. Ça ressemble vraiment un peu à une école. Voilà. Et là, du coup, à cette époque-là, tu vis de quoi? Ouais, bonne question. Entre-temps, je suis revenu à Paris et j'ai vendu, en gros, j'avais des meubles, des vêtements un peu de valeur, toutes sortes de choses. J'ai tout vendu, voilà. J'ai aussi eu un peu de chance parce que j'avais investi dans une start-up d'un copain où j'avais pas beaucoup d'argent, mais où je m'étais dit, voilà, il y a une chance sur 10. Et en fait, à ce moment-là, la start-up se vend, donc ça me donne aussi un peu plus d'argent. Concrètement, j'ai assez pour avoir à peu près 4 années devant moi de voyage. Donc 4 années, évidemment, dans des pays où la vie coûte aussi moins cher, comme l'Inde, le Brésil, etc. Et donc, je peux, voilà. Et donc, je le fais vraiment, j'investis dans cette recherche intérieure, dans cette quête spirituelle, vraiment un peu comme un projet entrepreneurial, quoi. C'est-à-dire que voilà, je sais que j'ai tant, ça peut permettre de voyager tant de temps, et voilà, je me fais comme pas un plan, après, je me laisse aussi porter et guider, quoi. Mais ouais, il y a quand même, voilà, il y a la notion quand même de projet, quoi. Ouais. Qui est, Et à partir de quand, du coup, tu commences à te dire, à imaginer la suite professionnelle? et ben en fait, que quand j'ai moins d'argent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'arrive un peu à la fin de mes ressources. Et là, je décide de rentrer en Europe. J'hésite à rester au Brésil, mais bon, pour pas mal de raisons, ça le fait pas, ça marche pas, quoi. C'est compliqué pour plusieurs raisons. J'ai aussi fait la rencontre d'une femme dans ce cheminement qui a une trajectoire de vie un peu similaire à la mienne, qui était une ancienne trader, voilà, qui est devenue ma femme en fait. On n'est pas mariés, mais voilà, on a un enfant ensemble, un fils de 2 ans.
Et on fait quand même une bonne partie de ce cheminement ensemble. En fait, je la rencontre assez tôt dans le chemin et dans les enseignements. Et donc, voilà, on décide de s'installer au Portugal, à Lisbonne, qui est un peu, je t'avoue, le seul endroit où je me vois vivre après ce voyage qui a été quand même très transformateur, parce qu'il y a l'Amazonie, il y a le Brésil, et puis donc après, pendant les années qui suivent, jusqu'à 2018, et puis en fait jusqu'à 2019, parce que je continuerai à voyager jusqu'à cette époque, euh, il y a beaucoup de temps passé en Inde aussi. Donc voilà, notre vie, c'est vraiment, voilà, pendant ces 3 4 années, c'est vraiment, se passe entre le Brésil et l'Inde, avec, quand on fait une escale en Europe, on est souvent au Portugal, et donc je découvre le Portugal, et je vois à quel point ça peut être un pays qui peut vraiment correspondre à ce nouveau rythme de vie, à ces nouvelles aspirations que j'ai. Euh, et donc voilà, on s'installe à Lisbonne. Génial. Et là, du coup, c'est quoi les projets pour la suite? Et ben en fait, rapidement, il y a cette envie de, je sais pas, déjà je sais plus trop comme maintenant, voilà, comment je m'appelle, ça m'a quand même beaucoup, tout ça, chamboulé, changé, etc. Et donc, il y a voilà, cette envie d'écrire qui s'impose. J'avais un peu écrit un journal de voyage, un journal intime pendant une partie du voyage au début. Donc j'ai quand même gardé ces carnets de bord. J'ai noté aussi pas mal de choses dans les enseignements, donc j'ai plusieurs carnets comme ça. Voilà, parce que dans les ashrams en Inde, au Brésil, avec ce maître, on est quand même beaucoup aussi assis à écouter le maître tous les matins. Il y a ce qu'on appelle un satsang, qui est le talk du maître, où il parle pendant 1 heure et demie, 2 heures à peu près, où après on médite longuement. Il y a aussi beaucoup de chants, c'est très beau les musiques là-bas. Mais donc du coup, j'ai aussi pris pas mal de notes sur des choses qui me paraissent hyper intéressantes, passionnantes, et donc je me vois pas non plus écrire un livre simplement d'enseignement qui partage ses enseignements. Donc en fait, voilà, je décide de me lancer, voilà, dans l'écriture de cette histoire, de cette transition de vie. Et j'écris donc ce livre humain, du monde de la nuit à l'Amazonie, qui est donc maintenant publié chez Erol en France, donc depuis mars 2022. Et qui a donc, voilà, qui est un peu le début d'une nouvelle aventure professionnelle, puisque donc voilà, maintenant je donne différentes conférences, des talks, je prépare l'organisation de retraites pour justement partager avec des personnes qui n'auraient pas la possibilité de partir si loin et si longtemps dans des voyages, et ben voilà, de bénéficier de ces enseignements. Et une retraite d'une semaine, ça peut déjà être très transformateur. Donc, ça, c'est le projet en cours. Et il y a surtout un autre projet en cours qui est lié à ça, qui est la création d'un lieu, Mm. d'un centre, d'un écolieu, qui, là, je pourrais en parler prochainement davantage, j'espère, parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore confirmé. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment le projet de pouvoir avoir un lieu et d'accueillir des personnes d'Europe ou du monde entier, et qui Du coup, peuvent au Portugal? au Portugal, Ouais. où il y aura donc la proposition de tout type d'enseignement à travers des retraites, des workshops, un festival, des, des journées d'initiation, de connexion à la nature, voilà, aussi recevoir différents sages, je les appelle sages, hein, Mm. c'est un mot un peu plus large, euh, voilà, qui pourront donc partager tous ces enseignements à un public européen. Génial. Voilà. Comment t'écoutes ton intuition? Eh ben, écoute, c'est un travail de tous les jours. C'est une intuition, je l'écoutais pas beaucoup avant. J'y suis de plus en plus sensible. Je suis de plus en plus à l'écoute de cette intuition. C'est en respirant, c'est-à-dire que très régulièrement, je prends des pauses dans mes journées, chose que je n'ai pas su faire dans le passé, pour respirer. Juste, ça peut être 1 minute sur une chaise de bureau, 5 respirations profondes, lentes, pour se reconnecter à soi. Il y a plein d'images qui apparaissent, il y a plein de, voilà, ça peut nous reconnecter. Et puis,
bon, après moi, j'ai une pratique quotidienne tous les matins de yoga méditation qui est assez courte. C'est 10 minutes de yoga, 5 minutes de méditation, donc c'est assez court parce que c'est voilà, c'est adapté à la vie occidentale, parce que maintenant j'ai une vie active et j'ai plein de projets et voilà, voilà, ce qui est important pour moi, c'est d'arriver à les faire, mais dans un rythme évidemment qui n'est pas le rythme d'avant, donc de les prendre un par un, surtout voilà, d'écouter cette intuition et surtout d'être relié à soi, d'écouter vraiment mes ressentis profonds, voilà, qui sont vraiment en fait le meilleur guide euh, voilà, dans notre vie en général, dans notre vie privée, mais aussi dans notre vie professionnelle. Et par rapport au burn-out, est-ce que depuis ton burn-out initial, est-ce que tu as eu des moments où il t'a retitillé? Euh, Pas vraiment. Je me suis jamais remis dans des situations. J'ai encore, et je tiens à le dire, des moments d'anxiété, d'insatisfaction, évidemment, bien sûr. Donc, je peux encore avoir des moments, voilà, de stress, de soucis. Euh, la méditation, ça m'aide d'ailleurs, mais voilà, ça ne règle pas tout non plus. Euh, mais voilà, il y a comme vraiment, au contraire, il y a même vraiment une vigilance à vraiment ne pas me remettre. Voilà. Et peut-être d'ailleurs, ça m'arrivera de nouveau, je ne sais pas. En tout cas, jusqu'ici, voilà, j'ai pu traiter les choses une à une, leur donner du temps, du soin, comme ce livre, Mmh. pour lequel j'ai vraiment pris le temps. Et là, ces prochains projets, voilà, que j'essaie de, de traiter avec soin. Ouais. Comment tu célèbres tes réussites? Pardon, excuse-moi. Comment tu célèbres tes réussites? Euh, Bah, je sais pas, par exemple, le livre, c'est vraiment quelque chose de très intérieur, de très profond, de très solitaire, parce que c'est vraiment dans mes méditations. Voilà, je peux prononcer une intention. On associe ces pratiques parfois avec ma compagne de rituels. On fait souvent des rituels autour du feu, des choses qu'on fait dans notre quotidien. Bon, voilà, c'est un peu notre, nos petits trucs de vie qui nous permettent, voilà, c'est comme vraiment, c'est honorer la vie, quoi. Dans chaque instant, à chaque moment, il y a quelque chose de bien qui se passe. Et bien, voilà, célébrons-le. Et nous, ben, on a une manière un peu, on va dire, je l'emploie avec des guillemets, spirituelle voilà, de le célébrer. Donc, ça peut être ce type de rituel. Euh, mais donc, voilà, c'est un peu différent d'avant, où avant, ça aurait peut-être été plus extérieur. Voilà, c'est aussi cette prise de conscience que la joie est un phénomène intérieur. La joie se partage, se vit en lien avec les autres, mais elle est avant tout une expérience intérieure. Mmh. Ce qui est un peu différent du plaisir, qui est à l'inverse une expérience plutôt extérieure, parce que le plaisir repose sur les sens. Et les sens, ce sont toutes ces portes d'entrée qu'on a dans le corps et qui donc sont en fait, c'est à la frontière de l'extérieur et de l'intérieur. Mais voilà, il y a cette notion, voilà, donc c'est vraiment la joie, c'est plutôt ce bien immatériel qui vraiment peut jaillir à tout instant. Il peut même y avoir de la joie dans des moments douloureux de la vie. C'est pas, voilà, c'est quelque chose qui est très subtil, la joie. Et voilà, donc c'est aussi ça, c'est une vie que j'essaie d'orienter un peu plus vers la recherche de la joie que la recherche des plaisirs. Et je ne dis pas que la recherche des plaisirs est mal, elle est très bien aussi, c'est simplement que les plaisirs, on peut se retrouver dans des addictions, la recherche de ces plaisirs et justement de la stimulation des sens, puisque c'est par ça que passe le plaisir. Mmh. Et donc on voit bien que quelque chose, voilà, le sucre, le sexe, la nourriture en général, enfin toutes choses comme ça, et ben du coup on peut rentrer dans des comportements un peu addictifs forcément, mais sauf qu'en fait on réalise que le plaisir c'est souvent quelque chose d'éphémère, là où la joie c'est un bien durable et très profond. Donc voilà, donc c'est aussi un travail, hein, c'est pas inné, c'est pas quelque chose, voilà, j'ai juste appris à cultiver un peu plus ces choses-là, mais voilà, ça reste un travail quotidien pour nous. J'aime bien parler aujourd'hui de spiritualité intégrée, parce que finalement toutes ces expériences, toutes ces pratiques, c'est bien, mais c'est bien à partir du moment où elles sont intégrées à une vie concrète, une vie matérielle, une vie dans un quotidien. Ouais. Et à un moment donné, c'est vrai que je m'étais un peu demandé si je tombais pas dans une sorte de collection d'expériences spirituelles, quoi. Et en fait, voilà, c'est important d'intégrer tout ça.
Ouais, de pouvoir avoir une vie, entre guillemets enfin en tout cas dans notre vie occidentale, de pouvoir intégrer tout ça et pour pouvoir se sentir, à l'aise et se respecter tout en ayant, entre les codes de la vie, externe sans non plus rentrer dans des cases. Exactement. Ouais, Ouais. ce qui est un vrai enjeu. Bah ouais, totalement. Et Moi je c'est vraiment cet équilibre qu'on recherche au quotidien. C'est d'allier l'action, toujours, hein, c'est important. Il n'est pas question de rester sur son canapé. Et la contemplation. Mais voilà, c'est avec voilà, un dosage toujours, d'être vigilant à ce dosage. Je me dis souvent c'est un sujet, tu vois? Ma fille elle a 8 ans et parfois elle dit des trucs qui se disent pas en fait, parce elle dit tout ce qu'elle pense et donc d'un côté t'as pas envie j'ai pas envie de la brimer parce que, c'est bien de dire ce que tu penses, mais c'est lui faire comprendre que parfois tu dis des choses, ça peut faire de la peine aux personnes et du coup c'est un vrai, je trouve, enjeu de se dire pour nous, parents, qui avons, du coup, eu cet éveil de conscience, de se dire: «Comment tu fais pour que ton enfant reste lui-même, tout en étant heureux dans l'environnement et dans lequel il grandit, quoi?» Ouais, ouais, ouais. Ouais, totalement. Ouais, bah, c'est aussi c'est un bon exercice de l'inculquer à nos enfants parce que du coup, ça nous rappelle nous-mêmes, voilà, en voyant voilà, ce qu'on aimerait inculquer à nos enfants, ça peut aussi être bon pour nous, en fait. D'ailleurs, je lisais hier soir, les dernières pages que tu as écrites sur la lettre que tu as écrite à ton fils. Je vais pas la lire, j'invite les gens à lire du coup ton livre, Humain et lire, la lettre à Benicio parce que ça m'a quand j'ai lu le truc, je me suis dit: «Waouh!» je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai envie de dire à mes enfants. C'est vraiment très, très chouette. Tu parles, ouais, de la pardon, de la singularité, tu vois, ce que je te disais hors micro. Moi aujourd'hui, avec mon projet Pourquoi pas moi, j'accompagne les personnes à écouter leur petite voix grâce au podcast et aux témoignages. Mais pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, j'ai un programme pour les aider vraiment à découvrir leur raison d'être, qui ils sont. Et justement, j'ai des chapitres dédiés à la zone d'ombre, à la singularité. Parce qu'en fait, si tu sais pas qui tu es, en fait, si tu n'acceptes pas ta zone d'ombre, enfin, tu ne la connais pas et qu'après tu ne l'acceptes pas, jamais tu seras bien. Parce qu'en fait, ce que j'ai découvert, c'est que plus tu vas essayer de cacher ta zone d'ombre, plus elle va vouloir ressortir et elle va cacher ta lumière. Et lui, du coup, vraiment, j'ai envie de dire aux personnes aujourd'hui, découvrez votre zone d'ombre pour pouvoir l'accepter et faire en sorte que ce soit votre zone de lumière qui prenne tout, qui prenne toute la lumière, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est un peu la mécanique de l'ombre et et c'est vrai que dans notre culture occidentale, on grandit avec cette idée que, voilà, il faut être performant, il faut être fort, donc ça nous pousse pas à regarder, ce monde intérieur et en aucun cas à regarder, les zones d'ombre parce Mm. qu'en fait, on a juste envie évidemment, c'est tout ce qui est désagréable évidemment n'est pas très populaire. C'est ça. Hem Et donc concrètement, voilà, on est souvent dans le déni de ces zones d'ombre. On réprime ces émotions négatives, qui en fait, et en fait, on peut aussi souvent du coup somatiser. C'est-à-dire qu'en réalité, bah, ouais, il y a plein de choses, hein. Les émotions négatives majeures que sont tristesse, colère et peur, font partie du quotidien de chaque être humain sur terre, même des plus grands yogis. C'est quelque chose que Ouais, c'est ça. ouais, ouais, pour C'est moi, c'était humain. important de le vérifier, quoi. C'est que Ouais. même les grands yogis, ont affaire à ça. Il n'y a pas d'échappatoire. C'est notre condition humaine. Voilà. Après, on peut travailler dessus, etc. Mais euh, voilà. Et en fait, on voit bien que voilà, ce que l'on nie nous lie, ce que l'on réprime nous déprime, parce qu'en fait, c'est là, ça marine en nous et c'est quand même là. Ce que l'on somatise ne fait que sommeiller en nous et se réveillera tôt ou tard. Et en fait, il vaut mieux voilà, inviter, accueillir, embrasser, je pourrais dire, ces émotions négatives, les ressentir, alors sans non plus tomber dans l'extrême inverse, hein, qui est de se complaire dedans et de rester dedans. Mais voilà, Bah, c'est un truc que j'avais découvert, tu vois, au moment du confinement où j'étais vraiment pas bien parce que vraiment ça m'a tétanisée de peur et en fait, j'avais assisté à une conférence de Maud Ankawa qui disait en fait dans l'émotion, c'est quelque chose qui passe. Donc c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'être en colère, voilà, c'est comme tu disais, c'est le fonctionnement humain. Par contre, en fait, il y a une différence entre l'émotion et l'état et on est responsable de se dire en fait oui, il m'arrive une super merde en ce moment. Je suis en colère de ça parce que bah voilà, la suite me fait peur. Mais en fait, j'ai le choix. Soit je reste dans cet état de peur et de colère et en gros je me bouffe de l'intérieur. Soit je me dis ok, si c'est arrivé, c'est qu'il y a une raison.
et que comment je fais pour me dire que je sors de ce truc-là et être acteur et en mouvement. Et tu vois, et du coup, parce qu'on disait tout à l'heure, ne pas être victime et enclencher dans une dynamique et sortir de tout ça parce que sinon, tu passes ta vie à être mangé et en fait, plus tu te voiles la face et plus tu vas et moins tu seras heureux et moins tu vas aller vers qui tu es, quoi. Ouais, tout à fait. Et en fait, il y a une sorte de posture juste à avoir face à ça, c'est-à-dire sans encore une fois se complaire dans ces émotions négatives, sans les laisser nous envahir, voilà, pour la nuit des temps. C'est juste, voilà, parfois ça peut être 1 minute, 1 heure, une journée. Si c'est un truc très très douloureux, très profond, ça peut nous mettre peut-être même mal pendant quelques semaines, peut-être Mm, même pourquoi pas quelques mois. Mais je pense que c'est sain de le vivre bien et sûr. et voilà, et de l'accepter. Mm, Parce que sinon, si on le réprime, en fait, ce que ça crée souvent, on le voit souvent, c'est ce qui crée des comportements, tous ces comportements qu'on voit addictifs. En fait, c'est comme une espèce de ça vit en nous. Et donc, en fait, c'est là où souvent, bah, on se réfugie dans la drogue, on se réfugie dans l'alcool, peut-être avant la drogue. Euh, D'autres vont se réfugier dans l'hyperaction. Moi, je sais qu'il y avait ce truc-là, quoi. Il y avait des choses qui marinaient en moi, qui étaient vraiment pas très saines, en fait, mm. de l'enfance, de l'adolescence et tout, et du coup, voilà, je trouvais refuge dans cette hyperaction qui m'empêchait de penser, qui m'empêchait de ressentir, qui quelque part m'anesthésiait. Mm. Mais à un moment donné, en fait, on est rattrapé, quoi. Ouais, et je pense, enfin, que je partage complètement. Et en fait, on est tous. Enfin, tu vois, je lisais un truc cette semaine en mode être fort, c'est savoir être vulnérable. C'est accepter qu'on est vulnérable, qu'on peut avoir des faiblesses. Et en fait, personne n'est fort sans être vulnérable. Et donc, c'est vraiment en effet accepter ce truc de se dire voilà, je suis vulnérable, je suis faible à ce moment-là, mais c'est ce qui fait. L'accepter fait qu'en fait, au final, je vais être fort. Ouais, exactement. À, à quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi? Souvent, quand j'ai créé cette entreprise-là, voilà, à 19 ans, évidemment, quand je saute dans cet avion pour l'Amazonie, à la recherche de la sagesse, voilà, quand j'ai commencé les premières lignes de ce livre, c'est peut-être celui-ci le moment le plus pourquoi pas moi que j'ai vécu, parce que voilà, c'est cette notion, et c'est la conclusion du livre, hein, je le dis vraiment en toute humilité à la fin du livre, dans cette lettre dont tu viens de parler que j'écris à mon fils. Parce qu'au fond, voilà, j'en sais rien, je suis son père, mais voilà, j'ai mon expérience, j'ai mon parcours, mais j'ai pas la vérité absolue. Je suis moi aussi un étudiant en chemin, un étudiant de la vie. Et en fait, voilà, c'est ce que je lui ai écrit à un moment. Je lui dis à la fin de cette lettre, ce à quoi je souhaite t'encourager ici, c'est à identifier tes rêves et les écrire pour mieux les réaliser. C'est peut-être ça le secret d'une vie réussie. Et voilà, c'est se rappeler de nos rêves et de se dire Ouais. qu'en fait, rien n'est impossible, qu'en tout cas, il faut se mettre en marche, se mettre en musique pour réaliser nos rêves. Et ça, c'est pour moi ce qui me semble être un bon balisage de nos vies. C'est-à-dire, voilà, on peut avoir quelques rêves. Je recommande de les écrire d'ailleurs, vraiment, pour s'en rappeler, parce que la vie, elle passe. Et du coup, voilà, ça peut créer un peu le chemin. Mm. Ah, Parce mais qu'après, complètement, c'est marrant parce que suite, je te parlais tout à l'heure de Pedro Correa hors micro que j'ai interviewé. Et il y a beaucoup de choses dans ce que tu racontes qui me font penser à Pedro. Et suite à l'interview de Pedro, en fait, qui me disait justement qu'il fallait noter ses rêves et tout, j'ai créé un petit cahier qui s'appelle le cahier Ta petite voix, en fait, qui est pour les enfants. Et l'idée, c'est chaque année de marquer quels sont leurs rêves et qu'est-ce qui leur plaît. Parce qu'en fait, j'ai compris que c'était la douce mélodie de leur petite voix. Et si, en fait, ton enfant t'a toujours expliqué qu'il rêvait de trucs artistiques et qui t'explique à 18 ans qu'il veut faire des études d'ingénieur, bah, tu pourras lui dire est-ce que tu es vraiment sûr de toi. Et en fait, tu vois, un truc qui me surprend, c'est que souvent, quand j'interviewe des personnes, ils sont pas capables de se rappeler quels étaient leurs souvenirs, leurs rêves d'enfant. Et du coup, je me dis, voilà, vraiment, j'ai envie d'inviter toutes les personnes à se dire, OK, demandez à vos enfants c'est quoi ce qu'ils aiment, c'est quoi leurs rêves, et le noter, parce que c'est un cadeau formidable à leur offrir, quoi. ouais. Et les rêves d'enfants sont évidemment un indice, un super indice pour nous aider à faire notre chemin. Mm. Mais les rêves d'adultes sont bien aussi. Bien Parce que sûr. les rêves d'adultes, on
voilà, ont aussi il y a cette notion de rêve avec peut-être un peu plus de conscience, un peu cette notion d'expérience, parce qu'un rêve qu'on forme à l'âge adulte, qui peut aussi apparaître, hein, la vie, c'est voilà, c'est aussi ça, on déroule une bobine de fil sans trop savoir aussi, quoi. Et donc, Mmh. un rêve qui vient à 25, à 35, à 45 ans, pourquoi pas, quoi. Il Ah faut. bah, tu prêches une convaincue, tu vois? Là, j'ai ce que je te disais, aussi hors micro, j'ai fait un TEDx là, il y a 1 mois et demi, c'était un rêve et tu vois, il y a un moment où tu dis: «OK, j'ai ce rêve depuis plusieurs années», avant je savais pas ce que j'allais pouvoir raconter. Après je me suis dit: «OK, mais en fait, ouais, ce rêve, tu te mets en chemin» et en effet, des rêves et là, tu vois, quand j'ai fini le TEDx, je me suis dit: «OK, c'est quoi mon rêve d'après?» parce qu'en effet, les rêves, ça fait avancer dans la vie, quoi. Ouais, Ouais. ouais, ouais. C'est quoi pour toi la réussite? Réaliser ses rêves, quels qu'ils soient. Mmh. Tu vois, je donne un exemple voilà, très concret, peut-être voilà, volontairement, peut-être un peu qui sort un peu du cadre là, mais si je sais pas, un homme veut devenir femme, c'est quelque chose d'immense, quoi, qui ressent peut-être au plus profond de lui-même. Changer de sexe, c'est quelque chose quand même voilà, je sais pas si d'ailleurs à notre époque il y a quelque chose euh, de plus fort comme Ouais, transformation. Et ben voilà, si c'est une réussite. ouais. Donc c'est pas que sur le plan professionnel, voilà, la réussite. Qu'est-ce que tu penses que le petit Romain de 6 ans dirait s'il se voyait aujourd'hui? Euh, je pense qu'il est assez content. Il l'était vraiment pas, hein, pendant quelques années, de 25 à 30 ans, où vraiment il se sentait très éloigné de ce qu'il était devenu, je m'en souviens, d'avoir fait des sessions justement il y avait quand même une vraie scission. Et là, je pense qu'il se sent vraiment raccord, il sent que c'est cohérent, il sent qu'il y a comme, voilà, comme si le Romain adulte était revenu dans les rails du Romain enfant. Euh, ouais, il est content et peut-être un peu fier de ce qu'il est devenu, de ce qu'il est aujourd'hui. Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, on fait des renoncements. C'est quoi tes renoncements à toi? Euh, le renoncement majeur là, de cette décennie de 30 à 40 ans, là, j'ai 39 ans là, depuis un mois, c'est clairement le renoncement à une carrière. Ce qui n'est absolument pas définitif, puisque là, suite à ce livre, je ne sais pas si on peut parler d'une carrière, mais en tout cas, il y a une vraie volonté d'à nouveau créer des projets, et voilà, des projets hybrides, hein, qui soient entrepreneuriaux, mais avec une éthique, des projets qui ont du sens. Il y aura sans doute l'écriture d'un second livre d'ici quelques années. Euh, mais voilà, c'était quand même un renoncement important parce que c'est un âge où concrètement tout le monde est dans une phase d'émancipation professionnelle, d'émancipation financière. Alors voilà, j'ai pu me le permettre, mais quand même, voilà, c'est d'avoir renoncé voilà, à progresser dans cette voie aussi que je voyais moi un peu comme une forme d'accumulation. Voilà, c'était ça le gros renoncement. Et je pourrais dire qu'avant, de 20 à 30, le plus grand renoncement, c'était le renoncement qui m'a d'ailleurs rattrapé, hein, le renoncement à une vie, à la légèreté de la jeunesse, quoi. Ça a été quand même un vrai renoncement. Euh, à 19 ans, 20 ans, 21, 22, bon, après, voilà, tout le monde commençait à travailler plus ou moins. Mais c'est vrai que voilà, de 20 à 25 ans, c'était quand même un vrai renoncement, quoi. Ouais. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser? Euh, il y en a plusieurs, mais l'entrepreneuriat, l'écriture de ce livre, c'est plus des challenges, mais c'est quand même c'est des vraies difficultés. C'est pas des difficultés au plan, vraiment au plan personnel. Euh, c'est probablement la plus grande difficulté, ça reste quand même la perte de toutes ces entreprises en 2015 où quand même tout s'effondre. C'est ma colonne vertébrale voilà, qui se délite, quoi, complètement. Euh, ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi tes peurs?
Alors j'ai une peur naissante, depuis que je suis devenu père, vraiment. J'ai une conscience écologique assez forte qui est née au cours de ces années, notamment, voilà, en étant beaucoup en Amazonie, dans les forêts, au contact de ces tribus, avec aussi la plante ayahuasca, qui crée quand même quelque chose d'un lien direct à la nature. Mais là, c'est vrai que mon fils qui est né en 2020 va être ici jusqu'en 2100. Et 2100, c'est vrai que c'est un peu apeurant quand on voit là où on est, ce qu'on dit sur le climat. J'ai parfois des vagues. En plus, je vis au Portugal. Parfois, il peut faire un peu chaud, un peu sec. J'ai des peurs, comme, je sais pas, j'ai des visions parfois que s'il y a, voilà, ça serait pas la fin du monde. Je crois vraiment que l'humanité, j'ai confiance en l'humanité, qu'elle a toujours trouvé des ressources pour, voilà, pour affronter ce qu'elle avait à affronter. Donc ça, je suis assez confiant. Mais j'ai juste très peur qu'il passe par une phase de difficulté, quoi, que la Terre entière, avec la surpopulation, hein, la croissance démographique qui est quand même adossée à l'enjeu écologique, qui est un problème majeur, hein, parce qu'en fait, c'est surtout ça la raison de fond, c'est la croissance démographique. Donc voilà. J'ai juste parfois je me dis s'il y a des, je sais pas, je vois des grandes vagues de sécheresse où il faut migrer. Il y a quand même un rapport du GIEC qui dit là, qui vient de sortir, qui est cet organisme scientifique très euh, précis, enfin voilà, qui a fait là des études qui dit que d'ici justement la fin du siècle, mais en fait un peu avant, hein, il y aurait 3,5 milliards d'individus qui devraient migrer parce qu'ils ne pourraient plus vivre là où ils vivent. Mm. Voilà. Quand on voit comme avec quelques millions de migrants là, on ne sait pas comment gérer, qui arrivent en Europe euh, dans les dernières années, 3,5 milliards d'individus, on ne saura pas comment faire. Je veux dire, et ça, c'est des choses, voilà, qui peuvent me faire un peu peur. Ouais. De quoi t'es le plus fier aujourd'hui? De mon fils, de chaque nouveau mot qu'il apprend, voilà, il a un âge là qui est très particulier que je découvre. Il a 2 ans et 3 mois, et là c'est le début de, voilà, il commence à parler, à s'exprimer. Donc chaque chose qu'il dit, ouais, il y a une sorte d'émerveillement, voilà. Et mon fils est de ce livre, et c'est que ce livre, il est dédié à mon fils. Je le conclus par cette lettre à mon fils. L'envie d'écrire, elle s'est vraiment, voilà, matérialisée au moment où ma compagne est tombée enceinte. Donc c'est vraiment deux, voilà, je les mets un peu ensemble, quoi. C'est deux mises au monde qui sont venues simultanément, et donc voilà, c'est vraiment de mon fils et de ce livre. Qu'est-ce que tu as envie de dire à une personne que tu croiserais là demain et qui te dirait que tu n'en es là que grâce à de la chance? Bah, je saurais pas trop quoi lui dire parce que j'ai quand même, j'ai eu de la chance, j'ai eu de la malchance, j'ai eu, c'est vrai que voilà, je l'ai dit au début de l'interview, je suis né dans un milieu privilégié, c'est vrai, je le renie pas, et ça m'a évidemment aidé aussi à prendre ses risques, à remettre les choses en jeu, clairement. Mais pour autant, voilà, me suis beaucoup confronté à la douleur, à la souffrance, probablement plus que d'autres, hein, qui n'ont pas justement peut-être ces chances voilà, que j'avais. Bon, au plan, ouais, d'une sorte de sécurité matérielle, hein, qui d'ailleurs est relative, hein, parce que aujourd'hui, il est quand même, je dois gagner ma vie, etc., hein, je tiens à dire. Euh, donc voilà, la chance, et surtout que tout ça, en fait, ce que je le dis souvent là dans différentes prises de parole, effectivement, je l'ai entendu déjà, ah, facile, etc. Euh, c'est plus une question de se donner les moyens que d'avoir les moyens. Voilà. Sur le chemin spirituel, je veux dire, en Inde, en Amazonie, on croise des milliers de voyageurs, de pèlerins qui, voilà, sont là à la recherche vraiment d'eux-mêmes. Et ils ont souvent ils alternent entre voyage et petit boulot, où ils pratiquent le work exchange, ce qui leur permet d'être logés gratuitement dans des communautés, un truc que j'ai aussi un peu fait en Amazonie.
il y a pas mal de, voilà, de choses. Après, il y a évidemment plein de retraites qui existent en France. Certaines, notamment, je le dis, la retraite Vipassana qui est sur donation, donc qui me coûte vraiment pas cher et qui est une très belle retraite de méditation de 10 jours où on peut, voilà, on médite 10 heures par jour pendant 10 jours, qui existe dans le monde entier. Euh, voilà, il y a des moyens d'accéder à ces chances voilà, en se donnant les moyens. Ouais. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et que du coup tu aimerais donner aujourd'hui? Méfie-toi de l'eau qui dort. C'est un proverbe zen, je sais pas, c'est ce qui me vient là comme ça, mais parce que c'est toute la métaphore de tout ce dont on parlait sur ces notions de somatiser, d'être dans le déni, de réprimer. J'associe ça à l'eau qui dort. Là, c'est peut-être un proverbe qui a été dit à l'époque, je sais plus exactement d'où il vient. C'est peut-être par rapport à l'ennemi potentiel ou quoi. Là, c'est plutôt l'ennemi potentiel, il est à l'intérieur de soi. Voilà, c'est ça. Et donc, l'eau qui dort, c'est ce qui sommeille en nous et ce qui a besoin. Voilà. Et pour éviter que cette eau qui dort jaillisse comme, voilà, comme un tsunami, une cascade, comme Un geyser. que devienne voilà, geyser, et ben, que, vous, voilà, s'en méfier, quoi. Ce qui veut dire évidemment lui faire une place. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Euh, Je précise que toutes ces questions sont totalement improvisées. Donc, et c'est quand même des questions que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais qui sont très très profondes. Il y a plusieurs choses qui me viennent. Euh, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, il me vient de mon père. Et j'ai envie de lui rendre cet hommage à travers ce conseil qui vient en fait, je crois, de Talleyrand. Et mon père me disait souvent à l'époque, dans ces années de 20 à 30, hâte-toi lentement. Qui traduisait souvent par voilà, ne pas confondre vitesse et précipitation, qui était un bon conseil et que je n'ai pas su écouter. Ouais. C'est quoi tes prochains défis? C'est vraiment de trouver cet équilibre, cette hybridité entre euh, l'entrepreneuriat et le sens, entre je donnais un talk là récemment sur le pont entre business et sagesse, ce que j'appelle le wisness. C'est vraiment ça mon défi aujourd'hui, c'est vraiment d'être dans cet équilibre et on peut d'ailleurs derrière ça trouver voilà l'alliage de l'action et de la contemplation. C'est voilà avancer, réaliser des projets. Voilà, je suis quelqu'un qui se sent bien dans un projet mais voilà se rappeler de respirer, de me de me mettre à la hâte lentement. Ouais. Est-ce que tu as un conseil de lecture? Alors, avant que tu répondes, moi, je vais évidemment conseiller de lire du coup ton livre Humain chez Erol, qu'on peut trouver bon, dans toutes les librairies et s'ils l'ont pas, ils peuvent évidemment le commander. Euh, et toi, du coup, quel serait ce conseil que tu t'aimerais donner de lecture? Il y a un livre, euh, ça me gêne un peu parce que je suis au début là, mais j'aime beaucoup cet homme. Il a un parcours justement qui pour moi est très hybride. C'est quelqu'un que beaucoup de gens connaissent à Paris justement, qui s'appelle Alain Cogent, qui est donc, on Le connaît les fondateur de Cogent? sandwicheries, le fondateur de Cogent. Et à l'époque, j'aimais beaucoup. Il y en avait un justement en face de ma première boîte de nuit. J'y allais très souvent le midi. Ça m'apaisait déjà à l'époque. C'était un petit, voilà, un petit havre de paix. Euh, et il a eu en fait, il a perdu sa mère il y a, je crois, quelques années. Et donc, il a eu voilà, des expériences très fortes de médiumnité, c'est-à-dire donc de lien avec l'au-delà et de lien avec sa mère, qui était une figure extrêmement importante pour lui, hein. Il avait vraiment un amour infini pour sa mère. Euh,
voilà, je suis juste au début du livre, mais je sens que ce livre est vraiment intéressant parce que c'est l'histoire d'un entrepreneur qui s'est vraiment pleinement ouvert à la spiritualité, au monde de l'au-delà. J'en parle aussi un peu moi dans mon livre de ces mondes et de ces expériences que j'ai eues avec des médiums, etc., qui sont quand même extrêmement, enfin je veux dire, bouleversantes, mais surtout voilà, qui posent vraiment la question de voilà d'une existence d'un au-delà. C'est quand même, pour moi, je comprends pas, c'est quelque chose on devrait ouvrir le JT tous les soirs avec ces sujets-là pour moi. Je vois pas autre chose de plus incroyable et de plus important que de parler de ça. Mais bon, c'est encore des sujets qui sont un peu tabous. Mais bref, voilà, Alain Cogent a donc écrit ce livre qui s'appelle Nourriture céleste chez Mama Édition. Et voilà. Encore une fois, je prends une précaution disant que je ne suis qu'au début, mais c'est un livre que je trouve très intéressant dans l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? J'ai envie de dire merci à la nature, aux arbres, aux forêts, aux rivières, aux fleuves, aux lacs, aux montagnes, au désert, au soleil, à la neige, à tous ces éléments magnifiques et magiques, quoi, qu'on ne sait plus regarder. Et c'est là où peut-être l'être humain s'est quand même un tout petit peu perdu en chemin. Et je suis presque content que l'écologie soit l'enjeu du siècle actuel, parce que moi j'ai appris vraiment, voilà, à travers ce parcours, à redécouvrir, à renouer avec cette nature magnifique qui parfois me transcende, tout simplement m'apaise, voilà. Et j'incite chacun, on n'a pas besoin d'aller en Amazonie pour renouer avec la nature. On a tous la chance en France ou même en Europe de vivre dans des pays où on a tous à côté de chez nous, à 5 minutes, 15 minutes ou 1 heure maximum, un lac, une rivière, une forêt, un bout de nature. Et voilà, j'incite chacun à se trouver son petit bout de nature. Ça peut aussi être un petit jardin qu'on a chez soi, par exemple, mais voilà, et en faire un peu son temple, son lieu de recueillement, son lieu justement pour se rappeler qui il est, pour se ressourcer. Si chacun faisait ça à l'échelle de l'humanité, si chacun prenait, ne serait-ce que, je sais pas, c'est pas forcément tous les jours d'ailleurs, mais ça peut être, si c'est à 1 heure de chez soi, ça peut être juste le week-end, on peut aller voilà, passer quelques heures dans la nature. Bah, je pense que voilà, l'humanité tout entière se sentirait mieux, irait mieux, que ça pourrait faire progresser beaucoup de choses. Ça nous permettrait par ailleurs d'affronter ce défi écologique qu'on a, voilà, parce que c'est juste en aimant cette nature qu'on va la sauver, et nous sauver par la même occasion. Parce que je rappelle que c'est voilà, cette nature, c'est notre nature. On est tous très liés. Voilà, et il y a ce philosophe que j'aime beaucoup, ce philosophe hollandais, né au Portugal, Spinoza, qui a créé ce dicton Deus sive natura, qui signifie Dieu est nature. Et voilà, c'est personnellement le fruit de toutes ces années d'exploration, c'est que c'est vraiment dans la nature que j'ai eu le sentiment de trouver Dieu, de rencontrer Dieu, de me sentir au contact de Dieu. Voilà. La nature est un miracle. Merci beaucoup Romain. Merci aussi à Gaëlle, qui est, une personne, qui fait partie de la communauté qui un jour m'a dit, «Oh, j'ai entendu, une interview, alors je sais plus où, de toi, à la télé» et me dit: «Ah mais je le verrai trop sur Pourquoi pas moi?» donc merci à elle de m'avoir mis sur mon chemin, de t'avoir mis sur mon chemin. Merci, merci à toi Charlotte, merci Gaël, et puis à bientôt. Ouais, à très vite.